ils ont énormément parlé de l'épreuve que constitue ou qu'a constitué pour eux l'orientation scolaire en fin de troisième, donc particulièrement décriée. Donc orientation forcée, disent-ils, vers des filières professionnelles les plus dévalorisées ou dévalorisantes, ou orientation trop précoce, hein, trop précoce, c'est-à-dire qu'on nous oblige à choisir à un moment où on ne sait pas ce qu'on veut. Donc la plupart dénoncent à ce sujet les préjugés, le système, voilà, qui les a poussés trop jeunes vers des métiers dont ils ne voulaient pas. Et on a, dans le comité de pilotage national, dit que finalement jouaient deux phénomènes, de la censure d'une part, de la part des professionnels qui orientent, et de l'autocensure de la part des jeunes qui, pour différentes raisons, vont s'interdire de faire tel ou tel choix. Les deux finalement se conjuguant pour les cantonner à des places assignées d'avance et leur offrir un avenir bouché, disent-ils. Voilà, donc après les années de collège, dans ces conditions, un tri important s'effectue à l'entrée au lycée. Et tout ça confirme en fait les analyses sociologiques les plus récentes sur le système scolaire français. Ce qui est intéressant, c'est de l'entendre avec leurs mots, mais voilà, les chercheurs qui ont travaillé ces dernières années sur l'école disent bien que le système n'arrive plus à réduire les inégalités entre les élèves qui viennent de différents milieux sociaux. Donc les élèves des quartiers populaires sont extrêmement sensibles à ces inégalités. Ils ressentent cruellement ce phénomène qui les condamne trop jeunes, quoi. Ils ont aussi beaucoup parlé du lycée comme le lieu où s'éprouve un choc des cultures, parce que c'est en gros, en général, avec le collège de secteur, ils restent encore entre eux, c'est pas toujours vrai, mais souvent, alors que le lycée, on est confronté à des jeunes qui viennent d'ailleurs dans la ville, et là, tout d'un coup, on mesure sa faiblesse, on mesure les handicaps scolaires qu'on a accumulés, et l'énormité de l'effort qu'il va falloir faire pour s'en sortir. Donc là, je l'ai déjà dit, mais insistons, les filles s'en sortent mieux que les garçons. Ça aussi, ça rejoint les analyses nationales. Tout en expliquant bien quand même combien elles ont été perturbées au moment de l'entrée au lycée, combien elles ont senti leur handicap et combien il a fallu qu'elles se battent. Alors celles qui s'en sortent disent par contre combien l'expérience est ultra formatrice. Voilà, au lycée, c'est enfin là où on est confronté à la société telle qu'elle est. Ce qui s'apprend là, c'est vraiment une ouverture d'esprit, la capacité à fonctionner dans un milieu plus ouvert, à devenir plus autonome, à intégrer d'autres normes de comportement, tout ce dont on a besoin pour faire son chemin hors du monde protégé et clos du quartier ou de la communauté d'origine. En contrepoint, j'accélère un peu, en contrepoint de ce sujet donc, douloureux de la scolarisation, le sport a souvent été évoqué comme une école de la réussite, susceptible de réparer les blessures de l'exclusion ou de restaurer l'estime de soi qu'on n'a pas réussi à acquérir dans la famille, à l'école, etc. Alors le sport, vu comme offrant des possibilités d'insertion pour certains, soit en tant que sportif professionnel, évidemment ça reste rare, mais aussi dans l'encadrement des plus jeunes. Voilà, beaucoup rêvent de faire ça, de mettre au service des autres leurs talents. Donc là aussi souligner le rôle essentiel des clubs sportifs de quartier, de tous les bénévoles qui les animent, l'importance de pouvoir accéder gratuitement à des équipements adaptés. Voilà, tout ça a été souligné comme quelque chose qui contribue à faire baisser le niveau de violence dans les quartiers, d'autant que beaucoup ont dit leur appétit pour les activités sportives, aussi bien les filles que les garçons. Les filles en étant plus privées pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai le temps. Il y a eu tout un débat sur la... Ouais, bon. Il me reste 6 pages, ça va aller. Donc, il y a eu tout un débat sur la valeur des diplômes. Est-ce que les diplômes ont encore de la valeur? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour passer le bac? Et bien là, c'était partagé. Voilà un des sujets qui a fait débat. Pas du tout d'unanimité. Donc, il y a une frange qui dit si le bac c'est la clé pour réussir, il faut absolument. Et puis il y a une autre moitié, je dirais une bonne moitié, qui dit bah non, même avec un bac plus 2, plus 3, plus 4, on peut se retrouver avec des emplois disqualifiés et très mal payés. Ils ont eux-mêmes des exemples sous les yeux tous les jours, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs copains. Donc il y a une partie qui dit bah, pourquoi gâcher nos années de jeunesse à faire des études si au bout du compte c'est pour arriver à ça. Donc on a une partie des jeunes, c'est peut-être pas forcément négatif, qui commencent à défendre les filières courtes.
CAP, voilà. Et voilà, qui se mettent à valoriser des métiers où on va pouvoir gagner sa vie relativement rapidement, faire son chemin, être autonome, même si on ne gagne pas beaucoup. Voilà, il y en a d'autres qui comptent sur leur débrouillardise, voilà, devenir son propre patron, ou compléter son revenu par les activités illicites qu'on va pouvoir développer. Voilà, tout ça pour dire qu'on semble loin dans cette jeunesse d'accorder une confiance aveugle dans la qualité ou l'utilité du savoir distribué par l'école. Ça va de pair avec une fréquente dévalorisation de la figure du prof. Je vous apprends rien, je pense, hein, c'est plus tout ce que c'était dans l'histoire de ce pays. Donc le prof n'inspire plus du tout automatiquement l'admiration ou le respect, et lorsqu'il le fait, j'ai cru comprendre que c'était souvent du fait de sa personnalité, parce qu'il arrive à s'imposer humainement du fait de ses capacités relationnelles ou de sa trajectoire, de la qualité des relations instaurées avec la classe, ou de la confiance qu'il arrive à instaurer plus que par le savoir dont il est crédité. Voilà, c'est très clair. Donc ça change complètement les choses, je pense, pour beaucoup d'enseignants, pour toute l'institution éducation nationale. Donc il y aurait beaucoup à dire, beaucoup à réfléchir, je pense que vous en débattrez. Voilà, ceci dit, pour clore ce chapitre, il ne faudrait pas faire l'impasse sur la minorité des jeunes issus des quartiers qui réussissent brillamment à l'école. Donc même s'ils sont très peu nombreux, ils jouent un rôle de modèle fondamental, ça a été confirmé. Voilà, des exemples ont été cités, les grandes sœurs font des études à tel endroit, on les admire, voilà, et elles sont la preuve qu'en s'acharnant, on peut s'en sortir. Alors, avant-dernier chapitre, il était consacré à l'accès à l'âge adulte. Comment est-ce qu'on devient grand, autonome, voilà. Donc là, c'est à la fois des propos qui mêlent, là encore, le désir et la crainte. Évidemment, on a très envie de grandir, et en même temps, on sait que ça va être très difficile. Donc, plusieurs facteurs les freinent dans ce parcours vers l'indépendance. D'abord, et là c'était très frappant, je veux dire, si on aurait fait ce rapport il y a 15 ou 20 ans en arrière, on n'aurait pas eu ça, le souci de l'argent, même si dans les milieux populaires on n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais là ça devient critique. Et donc tous ont parlé de l'argent, même les plus petits. Donc quand on parle de l'âge adulte, c'est comment faire pour passer le permis, comment faire pour chercher du travail, bouger, accéder à un logement quand on n'a pas de ressources, qu'on ne peut pas être aidé par sa famille et qu'on ne voit pas comment gagner sa vie. Donc sinon, peut-être en versant dans l'argent facile. Donc là, beaucoup de discussions autour de ça. Alors l'argent facile, eh bien, c'est celui qui est issu des trafics. On n'avait pas du tout d'unanimité sur ce sujet-là, je vous rassure. Donc beaucoup de débats entre ceux qui, sans pratiquer, disent-ils, comprennent et excusent ceux d'entre eux qui s'adonnent à ces commerces illégaux, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il faut bien soutenir sa famille. Beaucoup ont dit ça, voilà, et comment soutenir les mères isolées qui n'ont pas de travail, etc. Et puis une autre partie qui soutiennent l'attitude méritocratique, c'est-à-dire il faut travailler pour s'en sortir, il faut économiser, moi je ne veux pas tomber là-dedans, etc. Rappelons que parlaient là des jeunes qui fréquentent les centres sociaux. Hein, donc on peut penser aussi qu'ils sont pris dans des logiques collectives de réflexion qui commencent à les distinguer peut-être de ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ces structures ou qui n'ont pas été confrontés, enfin, qui n'ont pas été accompagnés par des éducateurs. Voilà, ce qui est clair en tout cas, c'est qu'ils sont tous extrêmement lucides sur le rôle crucial que joue l'argent désormais dans notre société. Autre frein à leur désir d'aller de l'avant et de croire en leur avenir, le manque de confiance que leur accordent les adultes. Donc ça a été très souligné, que ce soit au sein de leur famille, de la part des enseignants, des formateurs, des recruteurs, des employeurs, lorsqu'ils ont la chance d'avoir du travail. On avait, je ne sais pas si tu l'as dit Olivier, une énorme palette de classes d'âge. Voilà, donc on avait des jeunes qui avaient, ça commençait à 10 ans et jusqu'à 27 ans. Donc évidemment, c'était pas facile de faire la synthèse de tout ça, mais ça a aussi permis de traiter plein de sujets différents. Donc cette question de la confiance que leur accordent ou pas les adultes, eh bien elle est très cruciale pour eux.
Ils ont le sentiment d'être toujours critiqués, de ne pas être encouragés, voire d'être méprisés dans les efforts qu'ils font pour grandir, pour trouver du travail, pour entrer dans le cadre. Alors même, il faut souligner qu'une partie d'entre eux, notamment les jeunes filles, ont très tôt des responsabilités importantes dans la famille. On leur laisse garder les frères et sœurs, elles font la cuisine, elles assurent la logistique. Dans les milieux qui ne parlent pas bien français, voilà, ils font les traducteurs, etc. Et pour autant, voilà, on n'a pas confiance dans cette jeunesse. Donc à ce sujet, j'ai envie de renvoyer à un documentaire remarquable, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qui s'appelle « Les règles du jeu », qui est sorti récemment, et qui décrit des situations de face à face entre des jeunes qui cherchent du travail et une structure qui est censée les aider à trouver du travail. Et ce film met en évidence vraiment de manière très juste et qui m'a rappelé ce qui était dit là, la difficulté pour tous ces jeunes de rentrer dans le cadre, d'intégrer les règles de la domination, il faut bien le dire, et tout ce qui fait qu'on devrait se réjouir d'accéder à un travail de 3 mois, voilà, comment est-ce qu'il faut se plier en 15 pour obtenir un stage qui ne sera pas payé parce que peut-être ça va nous ouvrir des portes. Bon, je vous conseille vraiment ce documentaire, Les règles du jeu. Voilà. Donc là encore, les jeunes ont dénoncé les préjugés qui s'appliquent aux jeunes qui viennent de la banlieue parce qu'ils sont noirs, arabes ou tout simplement jeunes. Pour l'accès au stage et au travail. Ils ont beaucoup parlé du piston nécessaire, qui serait nécessaire partout maintenant. Alors il faut des relations, absolument, et comme en général dans les milieux populaires on n'en a pas, et bien, on s'appuie au mieux sur les relations qu'on a via la famille. Donc on va travailler dans l'entreprise de son oncle, ou dans l'hôpital où travaille sa mère, etc. Mais en tout cas, sans piston, ont-ils l'impression, on ne peut arriver à rien. Voilà, donc l'idée c'est qu'en tout cas, eux, ils doivent se battre 2 fois plus, il leur faut 10 fois plus d'armes pour réussir qu'un jeune du 16e arrondissement, on dit les Parisiens du 18e. Donc voilà, beaucoup d'amertume, beaucoup aussi de révolte contre l'image catastrophique qui est donnée par les responsables politiques. Donc là, à Metz, où j'ai participé à cette émission de radio avec ces jeunes, c'était extrêmement... vif, donc voilà, il rappelait l'image ravageuse de certains hommes politiques, voilà, qui mentent, qui trompent leurs femmes, qui sont des escrocs, alors qu'ils sont censés donner l'exemple, donc pourquoi on attendrait mieux de nous voilà, on peut difficilement s'étonner que tout ça n'ait pas d'effet sur la jeunesse. Alors, tous ces effets négatifs peuvent pourtant être contrecarrés, nous ont-ils expliqué ? Dès lors que des signes de confiance leur sont témoignés. Et là, ils ont donné des exemples. Donc, ils ont cité certaines villes qui sont créditées de prêter attention à leurs jeunes, de leur confier des jobs, souvent des emplois aidés, mais n'empêche qu'ils en sont bien contents, ou des responsabilités. Donc, je pense par exemple à la ville de Folchwiller en Lorraine, qui a été citée. Le cas de certains patrons, chefs d'entreprise, bah oui, voilà, on m'a fait confiance, donc ça change tout, quoi. Je peux me positionner autrement. Alors, je signale à ce propos ce que tu as dit, Olivier, que dans l'ouvrage figurent 6 encadrés qui résument les temps où les jeunes ont essayé de trouver des pistes, des réponses à tous les problèmes qui soulevaient. Ce n'est pas qu'une litanie de plaintes, ce rapport. Il y a aussi voilà, des idées d'action. Alors effectivement, ça a été très difficile, on n'est souvent pas allé très loin, mais je crois que les institutions qui veulent vraiment rebondir là-dessus peuvent trouver des pistes et retravailler à partir de ce qui est dit dans ces encadrés. Voilà, comment en tant que fille on peut trouver notre place dans le quartier, comment est-ce qu'on peut lutter contre le racisme, tout ça, ils ont dit des choses. Alors, sur la confiance qu'ils se voient accorder, ils ont beaucoup cité les structures socio-éducatives dédiées à la jeunesse. Par bonheur. Donc, les centres sociaux, les MJC, les clubs sportifs. On les a payés. Alors, ils disent que voilà, là, ils trouvent cet appui qu'ils cherchent, ils ont le sentiment d'avoir une place digne de ce nom. Donc, ils ont décrit ces lieux comme des espaces de respiration qui les aident à mûrir, où on peut avoir des discussions avec des adultes qui permettent de prendre du recul par rapport à sa famille. Certains ont dit, bah oui, moi, ma famille est raciste. Ils ont pu le dire dans ces discussions collectives. Voilà, ils prennent du recul par rapport à leur propre comportement, par rapport à l'agressivité ambiante dans le quartier, bon, sur la question des rapports filles-garçons, beaucoup aussi.
Donc voilà, parfois c'est même des lieux de sauvetage, quoi. Il y a certains sites, je crois que c'est à Montreuil, où des filles ont dit, voilà, sans l'éducatrice du centre social, on ne sait pas ce qu'on serait devenu, quoi. Il y a des filles qui ont fugué, c'est là qu'elles sont venues se réfugier. Donc voilà, et alors parce qu'ils s'y sentent accueillis, respectés, encouragés dans ces lieux, bon nombre de jeunes, ça aussi c'était une surprise, ils voient des perspectives d'avenir, c'est-à-dire que les métiers du travail social, voilà, en général, apparaissent comme des métiers potentiels pour une partie de la jeunesse, ou comme un lieu d'engagement bénévole en tout cas. J'y reviendrai aussi. Voilà, donc sur la question de trouver de l'accès au travail, plus généralement qu'accéder à l'âge adulte, bon ben là je vous fais pas de dessin, c'est un challenge quasi insurmontable. Donc ils ont décrit leur galère à Pôle emploi, ils ont dit que les missions locales c'était du vent, bon hein. Toutes les portes qui se ferment sur eux, devant eux, quand ils annoncent leur nom, leur adresse, l'impression d'avoir une étiquette sur le front, ça relève de l'exploit. Et ça paraît encore plus dur dans les petites villes, les villes moyennes ou les bassins d'emploi sinistrés que dans les grandes agglomérations urbaines éventuellement. Donc voilà la minorité qui continue à se battre, dit bah, il faut être persévérant. Voilà, il faut surmonter l'énormité des obstacles qui se dressent devant eux. Alors, ils sont tous conscients du fait qu'il faudrait, dans l'idéal, pouvoir bouger, quitter sa ville, pouvoir partir à l'étranger pour trouver du travail. Mais comment faire? On n'a pas les moyens, pour les raisons qu'on imagine bien. Voilà. Ce que je voulais dire aussi à propos des métiers du travail social, qu'ils voient comme une possible sortie, c'est qu'ils ont dit aussi que la discrimination était moindre, selon eux, dans ces mondes-là, que dans d'autres univers professionnels. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il faut en penser, c'est peut-être un constat bien amer d'imaginer aussi que ce soit les seules pistes de sortie possibles que d'aller travailler dans les quartiers d'où on est issu pour encadrer les jeunes, plus jeunes que nous, à s'en sortir. Mais bon. Alors devenir adulte, c'est aussi, ça serait aussi devenir citoyen. Donc là, sans surprise, ils ont dit tous leurs doutes, sinon pire, quant à leur rapport aux politiques. Donc il y a une minorité d'entre eux quand même qui sont engagés dans des associations pour la citoyenneté, qui encouragent leurs camarades à voter au moment des élections. Mais enfin, la plupart d'entre eux sont découragés, désenchantés. À quoi bon, ça ne change rien, ils ne nous écoutent pas, notre parole ne compte pas, ils mentent tous, voilà. Les plus âgés disent avoir voté en masse aux dernières élections présidentielles et être tombés de haut. Et l'idée générale, finalement, c'est que cette jeunesse ne se sent pas représentée. Voilà, je crois qu'on peut le résumer comme ça. Ils ont des discours très vifs sur les discours sans cesse répétés de lutte contre les discriminations, de place faite aux minorités culturelles qui, selon eux, ne sont pas suivies d'effets. Ils comparent avec ce qui se passe dans d'autres pays, la Grande-Bretagne, les pays du Nord, où, selon eux, ça serait mieux. Alors, dans ce contexte général, il y a trois postures sur l'accès à la citoyenneté, je parle, hein, trois postures qui se dégagent selon les tempéraments des uns et des autres. L'aspiration à la révolte, voire à la violence pour se faire entendre. Donc là, il y en a pas mal qui ont fait référence aux émeutes de 2005, en disant, bah oui, bah au moins là, on s'est fait entendre. C'est valable surtout pour ceux qui sont en grande région parisienne. Hein. La tentation du vote protestataire que représente le FN, même si beaucoup ont dit, bah oui, on sera peut-être les premières victimes, mais au moins ça montrera qu'on en a marre. On pourra dire, eh bien, regarde, là voilà la France. Et puis alors, plus positif, le goût pour l'engagement au service des autres. Ça, c'est quand même quelque chose qui est apparu très transversal. C'est une valeur forte chez nombre d'entre eux qui répond à quelque chose de peut-être de très normal dans la jeunesse, qui est vraiment une recherche du sens de la vie. Voilà. Alors cet engagement, cette volonté de s'engager, ça se décline très concrètement au sein de la famille, du voisinage, on s'entraide, dans des associations, beaucoup, via le service civique, qui a été cité plusieurs fois, parfois dans des équipements, dans les services des villes qui leur en donnent la possibilité. Donc là aussi, je crois qu'il y a une vraie piste de travail pour les institutions, si on veut rattraper tous ceux qui sont sur le fil, prêts à s'engager autrement, comme l'actualité nous en donne chaque jour des exemples. Voilà. Et dernier chapitre. Donc, on avait souhaité, voilà,
terminer nos rencontres et puis terminer l'ouvrage du coup sur une note plus positive. Donc on a essayé de les faire rêver. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard? Ça serait quoi votre idéal? Voilà. Et ça s'est avéré très difficile. Nombre d'entre eux ont eu du mal à répondre parce qu'ils ne peuvent pas se projeter facilement dans l'avenir. Bon, mais à la faveur des discussions collectives quand même et de la liberté d'échange instaurée dans ces groupes, finalement, la jeunesse a repris le dessus et les idées ont surgi. Donc, le rêve le plus partagé, c'est celui de partir. Voilà, partir, s'échapper, quitter le quartier, la ville, le pays, voyager, ne plus voir les mêmes têtes, échapper à son destin en somme. Alors donc, toutes les destinations ont pu être citées, partir aux States, à Marseille, à Londres, à Paris, Dubaï, peut-être, enfin voilà. En tout cas, partir. D'autres ont émis des rêves très raisonnables, reflétant leur désir de sécurité. Voilà. Alors donc, c'est des rêves bien pépères. Trouver du travail, avoir un CDI, fonder une famille, avoir une femme, une grosse voiture, un chien, avoir un logement à soi, bien sûr, c'est un rêve qu'on ne voit pas comment réaliser. Bon, voilà, il y a une petite partie qui rêve de sécurité. Une petite partie aussi a fait part de rêves de justice. Donc, une société moins raciste, dans laquelle tout le monde serait au même niveau, il n'y aurait pas des pauvres et des riches. Voilà, ce rêve allant de pair avec ce que j'ai déjà évoqué, de pouvoir exercer un jour des métiers ou des activités humanistes. Donc les métiers qui ont été souvent cités sont des métiers du soin ou du service aux autres. Médecins, avocats, infirmiers, éducateurs spécialisés. Voilà, donc c'est quand même très intéressant, je trouve, voilà, c'est plein d'espoir. On a des pistes à saisir, je crois. Et puis, il y a une frange très minoritaire, mais bien présente, qui rêve d'aller au paradis, donc, autrement dit, d'être sauvé par la religion. Il y a, alors, beaucoup d'entre eux quand même, il ne faut pas se voiler la face, rêvent de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, de la thune, pour s'extraire définitivement de la misère, et ce, par quelque moyen que ce soit. Voilà, et puis, pour terminer, il y a une partie d'entre eux, et c'est très positif aussi, qui veulent créer, et qui veulent exprimer leur talent pour exister. Donc que ce soit à travers le sport, déjà dit, des activités artistiques, donc ça c'est quelque chose quand même qui motive toujours, la danse, la musique, les textes de rap, le tatouage, les web radios, voilà, il y a beaucoup de choses autour de la créativité. Ou des activités artisanales, comme la cuisine par exemple, souvent citée, qui semble à leur portée et qui peut amener loin. On peut ouvrir des restaurants partout dans le monde, voilà. Et entre dans cette catégorie, j'ai trouvé ça intéressant, tous ceux qui veulent créer leur entreprise pour être libres, pour ne plus dépendre du pouvoir de quelqu'un d'autre. Donc c'est un projet qui fait bien plus rêver dans ces générations et ces quartiers que le fait de devenir fonctionnaire, par exemple, comme on a pu le rêver dans d'autres générations. Donc c'est quelque chose qu'on peut peut-être déplorer, hein, ça en dit long sur le rapport à la République, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on peut voir comme dynamique, à conforter de la part de nos institutions ou de tous nos réseaux militants. Voilà, cette volonté d'être son propre patron, de se lancer dans la vie. Je vous remercie.